Alors Vincent Duluc, vous y serez sûrement aussi au Qatar. Si Dieu me prête vie, mais M. Blatter, en fait, là, il est en pleine campagne. C'est-à-dire qu'il était pour, maintenant il est contre, parce que ça l'arrange, parce qu'il va se représenter. Mais c'est vrai que c'est une désignation qui pose problème par rapport au... Il y a des tas de bonnes raisons pour lesquelles il faut jouer une Coupe du Monde dans cette région du monde. Il y a vraiment beaucoup de bonnes raisons. Mais je pense que l'attribution du Qatar repose sur beaucoup de mauvaises raisons, et notamment la corruption. C'est vrai que 6 des 23 votants se sont fait quand même rattraper par la patrouille depuis. Donc voilà, il y a eu probablement des choses pas très nettes là-dessus. Mais en même temps, jouer au Qatar l'été, c'est absolument impossible. Depuis le début, je pense que tout le monde est à peu près conscient que ça joue l'hiver. Enfin, ils avaient dit que ce serait dans des stades climatisés. Oui, mais moi j'ai fait la Coupe du Monde 94 avec la finale Los Angeles à midi, hors de Los Angeles, pour que les télés européennes leur transmettent. Et il faisait à peu près 45 degrés. Et on avait les premiers ordis avec les cristaux liquides qui fondaient. Donc, et à l'époque, personne s'en émouvait parce que c'était aux États-Unis, voilà, que c'était correct. Je crois que le problème du Qatar est beaucoup plus complexe qu'on veuille le dire. Au-delà de la corruption, au-delà du fait que la FIFA, je dirais, a fait là un choix très arbitraire. Il y a que le problème du Qatar aujourd'hui se pose de toute façon de manière générale dans le milieu du football. C'est la première fois, à ma connaissance en tout cas, qu'un actionnaire, un actionnariat est un actionnariat d'État. Et on le voit ici, à Paris, avec le PSG. Quand on me dit, par exemple, que Beckham vient à Paris et que ses salaires seront versés à des associations caritatives, je ne veux pas faire ici de procès d'intention, mais qui nous dit à nous que l'actionnaire du Paris Saint-Germain étant un État, qui nous dit que cet État n'a pas simplement fait une sorte de discours de circonstance, a ouvert un compte pour le joueur en question dans son propre pays, ou simplement a utilisé sa valise diplomatique pour payer le joueur là où le joueur le souhaite. Tout peut être dit, tout peut être interprété à partir du moment où c'est un État, carrément, qui est en l'occurrence l'actionnaire d'un club. Et je pense que si on veut approfondir l'analyse, ce qui se passe aujourd'hui au Qatar, ce que les Qatariens veulent, puisque évidemment on sait bien que les raisons sont d'abord géopolitiques. Le Qatar est coincé entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et qu'aujourd'hui, tout ce que le Qatar entreprend, il y a des arrière-pensées, j'allais dire donc géopolitiques. Tout cela doit amener à réfléchir et à se poser certaines questions très légitimement. Oui, Dumoulin ? Oui, au-delà de cette farce du Qatar où on est en train de revoir à la baisse le nombre de stades aujourd'hui qui doivent y être construits, parce qu'on parlait de 12 stades, on parlait de 10 stades tout à l'heure au Brésil, 10 stades flambant neufs. Là, je crois que c'était 12 stades au Qatar, 12 stades flambant neufs dans un pays qui compte même pas 10 millions d'habitants. Ça sera 8 finalement. Voilà, ce sera 8. Non, mais ce qui m'amuse là quand j'entends Blatter, c'est que c'est Machiavel, parce qu'il a beau jeu maintenant de pousser son avantage et de voilà, lui le bon philanthrope qui a voté pour les États-Unis et pas pour le Qatar, et ça se sait dans la FIFA. Et donc celui qui taxe, c'est Platini qui a poussé la candidature du Qatar, qui était de ce déjeuner avec l'émir du Qatar et Nicolas Sarkozy, dont a découlé peut-être la prise de participation majoritaire du Qatar dans l'actionnariat du PSG. Et donc aujourd'hui, oui, il est en campagne, il est en train de couper sous le pied l'herbe de Platini et de lui dire c'est pas comme ça que ça se passe, on rue pas dans les brancards. Ce qu'a fait Platini, parce que Blatter, c'est l'homme du sérail, c'est l'homme de cette FIFA qui a été secrétaire général d'Avalanche pendant 17 ans, qui a été 23 ans à la FIFA, et qui il est depuis 16 ans président de la FIFA. Et avant lui, Avalanche avait été président 24 ans, Jules Rimet 30 ans. Enfin, on parle d'une institution internationale qui marche sur la tête, dont on ne connaît pas les règles de fonctionnement, dont on ne sait pas comment elle distribue les droits télévisés qu'elle engrange aux États. Voilà, pour faire une comparaison avec l'ONU est financée par ses membres. Elle a tout le mal du monde à se faire financer par ses membres. Les États-Unis sont endettés de manière faramineuse vis-à-vis des Nations Unies, ce qui explique pour beaucoup les difficultés de fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies. À la FIFA, c'est rigoureusement l'inverse. C'est la FIFA qui finance ses membres. Et donc elle a la main, elle a le pouvoir. Et quand il n'y a pas un secrétaire général de l'ONU qui a fait plus de 2 mandats, Blatter, lui, ça ferait son 5e mandat. Marc Perelman ? Oui, je pense que la question de la FIFA est assez intéressante. D'ailleurs, c'est la même question pour la FIFA que pour le CIO. Il faut savoir aussi, par exemple, Blatter
est président de la FIFA, mais il est aussi membre du CIO. Donc il connaît Comité international olympique. Comité international olympique. Il connaît donc bien, vous voyez, ce type de structures qui ont un statut juridique. C'est quand même intéressant, qui ont un statut juridique tout à fait étonnant. Ce sont des organisations internationales non gouvernementales et qui siègent en Suisse et qui précisément, grâce au droit suisse, leur permettent d'avoir une activité, comme une amicale, si vous voulez, de poissons rouges. Voilà. Par contre, ils brassent quand même des milliards. Ils brassent des milliards, mais dans l'opacité la plus complète. Vous aviez un journaliste, par exemple, qui s'appelle Andrew Jennings, qui a tenté de faire une enquête auprès de la FIFA. C'est rigoureusement impossible. L'opacité est absolument complète. Et ce qui est tout à fait intéressant, et moi d'un point de vue universitaire ou d'un intellectuel si vous préférez, ce qui m'intéresse c'est de voir comment des organismes comme la FIFA et comme le CIO tentent à se substituer aux gouvernements qui sont en place. Par exemple au Brésil, c'est ce que dit par exemple Romario, le joueur de football. Il dit, vous savez, celui qui actuellement préside le Brésil, c'est la FIFA, c'est Sepp Blatter. Donc c'est tout à fait étonnant de voir comment... qui, je le répète, est député socialiste brésilien aujourd'hui. C'est tout à fait étonnant de voir comment des organismes comme la FIFA ou le CIO ont aujourd'hui un poids, si vous voulez, politique, y compris vis-à-vis des gouvernements des villes ou des pays autres. Et on le voit en particulier avec cette loi générale de la Coupe que je vous invite à bien analyser, où on voit que le gouvernement brésilien disparaît littéralement derrière la FIFA. Mais c'est ambigu, juste qu'on a l'impression qu'effectivement que la FIFA peut tenir un peu le gouvernement brésilien, alors à l'inverse, on a l'impression que c'est le Qatar qui a tenu la FIFA dans le cas de la Coupe du Monde 2002. Alors, juste 2022. pour arrêter un peu avec la FIFA, le procès qu'on fait au football de manière récurrente, c'est l'argent qui pourrit tout. Alors évidemment, la FIFA et la Coupe du Monde, c'est le sommet de tout, mais ça fait longtemps qu'on reproche au football d'engranger trop d'argent et de le redistribuer très souvent de manière très inégale. Les inégalités économiques, on s'en plaint partout, y compris dans le football. L'argent dans le football, depuis au moins 78, on en parle. Alors, si c'était des entreprises de la grande distribution ou des partis politiques, on hurlerait, mais comme c'est des clubs de foot, tout le monde trouve ça normal. Sophie-Marie ? On nous dit que des choses qu'on sait. C'est le foot, c'est un sport cool. C'est un peu comme la religion, j'ai l'impression. Il y a des gens qui ont vu des gens qui se rassemblaient, ils se sont dit « Hey, il y a quelque chose à faire avec ça, non ? Il y a un business à prendre là. » Donc... le fait que la monnaie dirige, on n'a rien inventé, c'est les nègres marrons qui l'ont dit avant nous, voilà. Et puis c'est comme ça, c'est populaire parce qu'il y a une demande, donc il y a une offre, donc les mecs gagnent beaucoup d'argent, donc il y a de la corruption. Enfin ça, c'est pareil. Et ça gâche rien. C'est quand même encore extrêmement populaire, même si on n'a pas d'argent pour aller au stade parce qu'on n'a pas assez d'argent pour se payer une place. Mais du coup, c'est juste chiant parce que les matchs deviennent chiants, parce qu'il n'y a plus de supporters qui mettent 3 sous-couches pour avoir chaud dans leur stade. Mais ça gâche rien, non, ça gâche rien parce que ça fait quand même rêver. La Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, il fait beau, il fait chaud, tu te lèves à 14h, et puis tu vois le Guatemala qui joue, c'est fantastique quand même, non ? Antoine Dimini. Je suis la caution naïve de cette... Tous ces pauvres qui vont voir des millionnaires jouer sur un stade, ça vous énerve ? Non, ça m'énerve, en fait j'en fais partie. Moi pauvre, je dirais pas jusque-là, je suis quand même facile. Non. Voilà, mais en tout cas... moins de pauvres. En tout cas, j'en fais partie, et j'ai ce côté schizophrène également comme monsieur. Malheureusement, quand on est tombé dans l'enfance, quand on était petit, dans le football, c'est difficile de s'en sortir. Après, moi là, je fais toujours la comparaison entre le football et le monde de la finance finalement. Bon, en tant que professeur de SES, mon objectif c'est toujours d'essayer de... Sciences économiques et sociales. Pardon, excusez-moi. L'objectif c'est toujours d'essayer comment arriver à attirer les élèves, comment arriver à capter leur attention ou autre, et passer par le football, finalement, ça permet de parler des fonds de pension. Ça permet de parler de la mondialisation, ça permet de parler de l'argent, etc. Des inégalités. Des inégalités. Voilà, donc c'est une entrée qui est formidable. Il y a aucune entreprise qui a des inégalités telles que les clubs de football. Non. Ça n'existe pas non, dans le monde. Les acteurs. Et après... Ah oui, peut-être, ouais. Il y a le débat, et Barabal, il l'a lancé, le débat sur les acteurs français. Oui. Après, Parce qu'on payait qui ramène même pas de spectateurs, en fait. Après, ce qui est intéressant, c'est que les indignés, notamment contre le monde de la finance, avaient un slogan « Nous sommes les 99%. Et ils sont les 1%. Moi, j'ai l'impression, depuis tout à l'heure, quand on parle de la FIFA, etc., on parle que des 1%.
Moi, je joue à Eaucourt-sur-Somme, en 3e division de district. Et je peux le dire que l'argent, le foot business, quand on va au cours sur Somme, on le voit pas. C'est normal, c'est pas professionnel. C'est pas professionnel, d'accord, mais il faut pas oublier que le football, c'est avant tout des amateurs, c'est avant tout des bénévoles qui vont tracer des lignes sur le terrain avant le match, etc., etc. Alors peut-être que c'est deux mondes séparés, mais pour moi, ils vont ensemble, enfin, tout simplement. Mais l'argent dans le foot, c'est pas si mal finalement. Je veux dire, moi je supporte Manchester City par exemple. L'équipe était nulle, mais nulle. Enfin, c'était horrible. Donc on allait au stade, on allait perdre tous les dimanches. C'était nul. Un stade pourri, il pleuvait, enfin c'est Manchester. Et on allait perdre tous les dimanches. Il y a juste un moment, les Émirats Arabes Unis sont arrivés, et on vient de gagner le championnat d'Angleterre. Génial. Ça peut être formidable aussi, parce que ces mecs de Manchester City qui supportent un club qui a été nul pendant des années, ils méritent d'un côté d'avoir enfin la chance. Et là, ils se font avoir par la FIFA, ils se prennent des amendes. Ils viennent de se prendre une amende. Manchester City vient de publier un communiqué sur son site sur l'amende qu'ils viennent de se prendre. Le fait est qu'ils construisent en 2, 3, 4 ans, comme le PSG, une équipe qui, en fait, a été construite par les autres équipes déjà en plusieurs années. Il y avait eu une comparaison, donc, justement pour rester sur Manchester, entre Manchester City et Manchester United. Les deux équipes sur le terrain avaient la même valeur. Sauf que l'équipe de Manchester City avait été construite en 3 ans. Donc la FIFA, après, leur met une amende de 50 millions d'euros parce qu'ils ont des comptes qui ne sont pas équilibrés, qu'ils ont plus de dépenses que de recettes. Est-ce que c'est vraiment justifié? Est-ce que les milliardaires, ils sont milliardaires, ils veulent investir dans un sport qui plaît à tout le monde? Ils n'ont pas le droit de dépenser leur argent de la manière dont ils le souhaitent. C'est un peu... Mais c'est aussi ils éliminent tous les prolétaires. Ils éliminent tous les prolétaires. Et vous avez vu le film de machin, là, Looking for... C'est la mauvaise équipe. Ils en discutent bien là-dedans. Hein. Oui, mais les places du stade restent abordables. Ils les ont éliminés, hein. Non. C'est 35 livres. C'est 35 livres à Manchester City. Ouais, faut y aller. Et en plus, ça tue quand même la magie du sport. Et ça vaut pas que pour le foot, il me semble, tout au long du XXe siècle, c'est l'assimilation entre le spectateur et le sportif. C'est-à-dire que c'est un prolétaire qui court. Les joueurs du FC Sochaux, j'ai oublié le nom de celui qui marque le premier but de la première Coupe du Monde. Lucien Laurent. Lucien Laurent, qui était un footballeur ouvrier. Voilà, footballeur ouvrier. Et donc, il y a assimilation entre le spectateur et celui. Et Pasolini, qui lui adorait jouer au foot, qui est un très bon ailier gauche, le cinéaste italien, on a parlé. C'est-à-dire que le stade est un corps. Et les deux équipes, les 22 personnes qui jouent sur le stade, sur la pelouse, sont un corps. Et il y a une communion charnelle, physique, entre les deux corps. Mais là, aujourd'hui, à partir du moment... Et ça, c'était les prolétaires qui regardaient jouer des prolétaires. Aujourd'hui, ce sont plus des prolétaires qui jouent sur la pelouse, ce sont des millionnaires. C'était parfois des prolétaires qui les regardent, mais maintenant, les prolétaires peuvent même plus y aller. Donc, c'est les employeurs qui ont eu un ticket qui leur a été donné par Coca-Cola. Donc, c'est les employeurs des millionnaires qui les regardent jouer, en espérant socialement un peu injuste, quand même. Parce que initialement, c'était quand même... Les footballeurs venaient du peuple, et aujourd'hui, ils viennent également du peuple. Ça dépend des pays. C'est une qualité. Aujourd'hui, c'est un défaut puisqu'on moque leur éducation, etc. En France, c'est vrai que c'est quasiment toujours des gens du peuple. Pas dans tous les pays. Il y a des gens éduqués. Et le nom de Freitas au Brésil, par exemple, ce grand attaquant de Botafogo, venait d'un milieu. Il était avocat. Il y a un très beau texte de Gabriel Garcia Marquez sur lui, qui le célèbre comme maître. Je trouve qu'il y a trop de gens qui regrettent que les footballeurs ne viennent plus du peuple et à la fois, enfin, ils viennent du peuple et leur reprochent leur mauvaise éducation. Je trouve ça. Non, mais ça dépend des pays. Non, mais en général, il y a un avant et un après. C'est à une époque, les joueurs restaient dans leur club pratiquement toute leur carrière. Ils étaient payés comme des cadres supérieurs, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, ils sont payés plus que des vedettes de cinéma. Et c'est vrai qu'à l'époque, vous n'auriez jamais eu un milliardaire qui aurait acheté un club, tout simplement parce qu'il n'aurait pas pu, en 3 ou 4 ans, faire un nouveau club. C'était avant l'arrêt Bosman, dont tout le monde parle toujours. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'arrêt Bosman? C'était en 1995, l'arrêt Bosman. Il n'avait pas l'air de s'en apercevoir à l'époque, mais ça allait changer tout le football, regardez.